What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Mishka, a.k.a. Guts MMA. On est back. Cette fois-ci, on fait le recap de UFC Vegas 117. On avait Arnold Allen qui affrontait Melquizael Costa. Gros fight. Bonne carte, overall, surprenant. Pour un petit fight night, on a eu de belles surprises. Là. Une carte avec quand même un bon niveau d'entertainment. Je sais qu'il y avait la carte de MVP en même temps. Personnellement, j'ai pas écouté ni une ni l'autre en direct. J'avais une soirée, c'était la fête à un ami. Je suivais les résultats du UFC, vu que j'avais des actions pas mal. En rentrant, j'ai pogné la demi-finale, la finale du UFC et ensuite j'ai tune in pour la demi-finale et la finale de MVP. So, grosse soirée de MMA. Pour les résultats, gang, belle soirée de niveau Paris. Donc, overall, plus 7,30 unités, c'est excellent. Regular Tier plus 8,4 unités. Ce qui est encore mieux, c'est le Fantasy Tier qui m'a fait perdre un petit peu. On parle de moins 1,1 units. Fait que très content là, des résultats. Sans plus tarder, on se lance dans le recap. On va passer toute la carte 1 à 1 et les paris. Voilà, ouverture de carte, on avait déjà pas mal d'actions. Straight up, premier combat. J'étais tout de même bien confiant en Nicole Cagliari. Je vous en ai fait part, là, Shona Bannon, pas convaincu qu'elle est UFC level. Puis encore une fois, on en a eu un petit peu la démonstration. Je veux dire, striking fonctionnel, karaté point fighting-ish. Mais son ground game, sa physicalité, ça laisse à désirer. Par contre, il faut dire, elle a tout de même gagné le deuxième round, ce qui m'a surpris. Mais Nicole Cagliari qui a fini par aller chercher le finish. Là, donc, troisième round, belle opportunité de sub, arm triangle. C'était la prédiction. On avait tout de même pas mal d'actions, justement. On avait Nicole Cagliari, moins 3,5 au niveau du point de spread. Un bet quand même de 1,5 unités à plus 105. On l'a caché à cause du finish. Mais par contre, si ça avait été à la décision, Cagliari aurait gagné fine, mais Shona Bannon qui a gagné le deuxième round sur la carte des trois juges. Fait qu'advenant le cas que ça aurait été une décision, on n'aurait pas eu le bet. Écoutez, on l'a eu. Le finish est arrivé, c'est ce qu'on avait prédit. J'avais 0,75 unités straight up, Nicole Cagliari by finish à plus. C'était quand même un bon plus money tag. Là. Plus 400-ish à suivre plus ou moins, là, mais dans ces eaux-là. Et on avait aussi son money line dans un parlay, un two-leg parlay qui a miss à cause de la deuxième leg. Mais Nicole, elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est la deuxième leg qui a choke notre parlay malheureusement. J'avais un seul parlay de type confiant, entre guillemets, pour la carte d'hier. Donc un two-leg parlay de 1,5 unités. C'était un play décent quand même. Malheureusement, c'est pas mal le seul play principal qu'on n'a pas eu aussi. Mais premier fight, ça s'est bien passé. Même son fantasy score, c'était dans les actions du Underdog Fantasy Two-Leg Play. Fait que malheureusement, c'est plus haut que ça le choke. Si on passe au prochain combat, pas d'action pour ma part. Le pick, c'était Luis Gurure. Un fight que je jugeais quand même volatile. On dirait que j'étais pas trop sûr de comment ça allait turns out. Finalement, belle décision convaincante là, de Luis Gurure qui a même emporté le premier round contre Daniel Barres qui tend à fatiguer, mais à partir très très vite. Finalement, Gurure qui a bien performé la belle sub attempt dans le premier round. Puis beau fight pour de vrai, je l'ai écouté ce matin. Là, puis belle guerre, back and forth. Je veux dire, Gurley qui a eu un edge pas mal tout au long du combat. Mais overall, c'est un fight très intéressant. Puis vous voyez, juste en termes de coûts significatifs, là, 113 à 149. Fait qu'il y a eu de l'action. C'était rapide. Les deux sont tapés. Des takedowns, des scrambles, un peu de tout. Fait que fight cool, mais on n'avait pas d'enjeu particulier là-dessus. Next up, Alice Ardoline versus Poliana Viana. Ardoline, j'avais pas vraiment d'action sur les gros paris, non. J'avais son fantasy score, puis sinon dans les long shots, on avait un cycle parlay féminin qui n'a pas hit. La première leg, là, justement, même du cycle parlay, c'est vrai. Nicole Cagliari, baisse soumission, c'était la première leg là, du cycle parlay qui a hit. Ça l'a choke un peu plus haut, mais on l'a eu. Ardoline, c'était le pick tout de même. Viana, pas trop active, un peu plus vieille, veut pas. Puis je pense pas qu'elle a la tête à 100% dans les arts martiaux. Debout, c'était tout de même compétitif back and forth, mais Ardoline qui avait le edge, plus de volume, puis même les shots qui semblaient plus affecter Viana. Puis on l'a vu direct au premier round. Je pense que c'est un jab ou une main droite qui touche directement l'œil gauche de Viana. L'arbitre a donné un temps d'arrêt, il a fait le review.
official review. Finalement, c'était pas un eye poke, ça n'aurait même pas dû être arrêté. Puis dans le cas où le combat n'aurait pas été arrêté, Ardolin aurait probablement eu un TKO au premier round. Finalement, ça continue. Elle a gagné le premier round de façon convaincante, les meilleurs shots, plus de dommages. Puis deuxième, ça se ramasse au sol, Ardolin on top. Viana du bottom qui a comme une espèce de weird body triangle. Fait que clairement que ça l'empêche Ardolin de progresser vers des positions avantageuses, mais elle, ça l'empêche aussi de se relever, de créer de l'espace, etc. Fait que jamais un super bon look là, d'essayer de striker du bottom pendant 4 minutes, là, à mon avis. Puis turns out, ses pieds étaient vraiment dans une position bizarre. Ardolin qui posture up, son pied est trap, puis je pense que c'est ça, Calf Slicer, qui ont collé ça officiellement. Première fois que je vois un finish de la sorte, là, Polyana Viana qui tape en douleur. Fait que finish un peu weird, mais props à Alice Ardolin qui est allée là chercher et qui a un bonus de performance aussi, je pense bien. Là, fait que à vérifier. Mais oui, exactement, bonus de performance. C'est pas le genre de finish qu'on voit souvent. Fait qu'écoutez, bien content pour Alice, qui est une combattante intéressante, veux pas, qui fait du progrès de combat en combat. Puis Viana, un peu à l'image de Shona Bannon en début de carte, j'étais surpris de voir qu'elle était encore sur le roster du UFC. Fait que d'après moi, ça va être terminé pour ces deux demoiselles. Prochain combat, super content. Le pick, c'était notre premier underdog de la carte en Cody Brundage. On avait des actions sur son money line straight up à plus 170, fait quand même un gros plus money tag. Brundage, c'est probablement la première et la dernière fois que vous allez me voir parier dessus. Mais il y a quand même le good hier, on va pas se mettre la tête dans le sable. Mais André Petroski qui est super chinny, qui rely beaucoup sur son wrestling. On l'a vu d'ailleurs au sol qui avait l'avantage, mais Brundage qui a un niveau de lutte pour rivaliser, on va dire, avec André Petroski, qui est comme beaucoup plus dur. Puis André Petroski est tellement chini pour de vrai, là, son menton ne peut pas encaisser. Puis là, je pense qu'il est sur 3 défaites de suite, pardon. Est-ce que c'est 3 finishes plus certains? Non, une décision, 2 finishes, mais c'est pas un bon look honnêtement pour André Petroski. Puis je suis pas certain qu'il va rester lui non plus sur le roster super longtemps. C'était pas de battre Cody Brundage, je sais pas si c'était ta place au UFC level. Mais en tout cas, on avait flairé le dog shot, on l'a pris, ça a été un pick winner. Beau finish au deuxième round. Premier round, s'est fait contrôler une petite partie. Il a quand même placé des bons coups. Petroski qui a encaissé les early storm, les quelques bons shots qui ont connecté. Puis au deuxième, direct en partant, Cody Brundage qui va toucher avec, je pense que c'était un check hook. Qui drop Petroski, puis gros finish de ground and pound. Petroski qui fait juste shell up, qui n'a pas une super bonne défensive au sol une fois qu'il se fait sonner. Fait que beau finish de Brundage, c'était la deuxième leg du Cycle Parlay. Brundage by KO, puis on a eu les deux plus tough sur papier. Là. Cagliari Sub, c'était plus 425 peut-être. Brundage, genre plus 290 par KO. Fait qu'il manquait elle à laquelle j'étais le plus confiant, puis c'est elle qui a miss. Dommage. Cody Brundage, on avait aussi un small poke, c'était un long shot, mais c'était Brundage KO au premier round à plus 850. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, c'est le round 2 qui a été winner, mais c'est pas grave, c'était un petit peu de fuck you money entre guillemets, là, rien de trop dramatique. Prochain combat, ben, c'était la dernière ligue du Cycle Parlay en Cavalcanti par décision. Donc, vous devinerez que c'était mon pick également. J'avais pas d'autres actions sur elle, par contre. Souvent, chacune de mes legs de mon Cycle Parlay, j'ai des actions sur ces combattants-là d'une façon ou d'une autre individuellement. Cavalcanti, j'en avais pas. Puis, j'ai pas vu le combat live. Puis, je suivais un petit peu les statistiques là, de temps à autre, round par round. Puis, honnêtement, j'ai vu le premier round. Si on regarde, là, on va aller regarder sur le site officiel. Pas là. Mais je suivais les stats round par round, puis sur le papier, quand j'ai vu la fin du combat, j'étais damn, c'est sûr qu'on l'a. Vous voyez, round 1, j'avais pas vraiment, j'avais pas la vision, le visuel, j'avais juste les stats. Mais vous voyez, Cavalcanti qui a placé le double, plus que le double de Significant Strikes de Ketlen Vieira. Fait que quand je voyais ça juste sur mon set, je me disais, bon, ben, Cavalcanti, premier round, let's go. Ensuite, deuxième round, je vois que Ketlen Vieira a un takedown et 4 minutes 42 de contrôle. Fait que je me disais, bon, OK, 1-1 pour aller au troisième. Puis au troisième, ben, vous voyez les Significant Strikes. Cavalcanti qui a encore presque double up Ketlen Vieira. Fait que j'étais sûr et certain, sur papier, quand je disais les stats, que Cavalcanti avait le round 1 et 3. Là, je vois la décision finale, décision unanime pour Vieira. J'étais déçu. Quand même une bonne soirée, je peux pas me plaindre, là, mais sur le coup, ça m'a fait une petite déception, pas longtemps. J'étais sûr que c'était in the bank. Puis j'ai réécouté le combat. Je comprends pourquoi. J'ai écouté ce matin.
Puis ça se joue au premier round. En fait, là, le troisième est clairement pour Cavalcanti, qui est super agressif, qui place plus de bons coups. Deuxième, pas de question, là, 4 minutes 42 de contrôle. Mais le premier, Cavalcanti qui a outstrike Ketlen Vieira, mais quand tu l'écoutes, c'est surtout des low kicks, pas des coups nécessairement avec beaucoup d'impact là, aux yeux des juges. Puis même si on regarde la distribution des coups, vous voyez Cavalcanti, le premier round, 14 coups aux jambes sur ses coups significatifs, 6 au visage. Puis, mettons, jusqu'à la dernière minute, c'est vraiment 50-50. Puis il y a un échange là, où Cavalcanti rentre, puis Vieira la contre avec un genre de check hook direct qui touche la cible au visage, oui. Mais c'est quasiment les coups qui ont le plus d'impact du round, ou presque. Fait que j'ai l'impression qu'elle a gagné le combat sur la base de peut-être une combinaison au premier round. Ça s'est tellement joué sur une marge de manœuvre fine. Fait que dommage, on l'a pas eu, mais le pick n'était pas nécessairement mauvais. C'était vraiment un fight 50-50. Si Cavalcanti aurait pu ouvrir au premier round comme elle l'a fait au troisième, avec plus d'agression, plus d'initiative, on l'aurait eu, mais c'est pas le cas. Fait que, bref, c'est le premier pick qu'on a manqué là, de la carte. Et celui qui a choke notre Cycle Parlay, ça aurait été un swing de 10 unités environ. Là. Si on l'avait eu, ça aurait été une soirée phénoménale. Mais bon, next up, on continue de monter. Tommy Gant versus Arthur Minev. Le pick, c'était Tommy Gant et j'avais aussi un straight bet de 2 unités sur lui à moins 180-ish, un petit peu plus que ça, je pense, les odds. Bref, dans ces eaux-là, on va se le dire, contre Minev, qui n'est pas un mauvais fighter, mais qui arrive de la scène régionale, qui a pris le combat très short notice. Minev qui est un combattant complet, puis on l'a vu même au premier round qui a rivalisé, du moins il s'est bien défendu contre Tommy Gant, qui lui est un lutteur hors pair, médaillé d'or au Pan-Am, médaillé de bronze Wrestling World Cup, NCAA Division 1 wrestler, fait gros background de lutte, puis on le voit, vous voyez 17 takedowns à temp en l'espace en moins de 8 minutes. Il y en a eu 6, il a cumulé du contrôle, premier round, ça va bien. Il réussit à takedown Minev de temps en temps, mais il fait bien. Le Minev, il ne se laisse pas contrôler, il s'enlève, fait travailler Gant. Mais Gant qui a un excellent conditioning, il répète la manœuvre au deuxième. Puis là, il réussit à établir du top control. Minev qui fatigue un petit peu, peut-être l'aspect short notice justement qui ne l'a pas aidé. Puis violent grand and pound de Tommy Gant qui TKO Arthur Minev au deuxième round. Fait que easy bet, honnêtement, là, il était à moins 180, mais Tommy Gant, il a le look comme un moins 600 contre Arthur Minev. Je dis pas s'il y avait eu un full camp, mais là, c'était pas le cas. Fait que bref, le read était bon, le bet était bon, le pick était bon. Let's go, we got this. Next, Tokos contre Ivan Erslan. Le pick, c'était Ivan Erslan. Il a gagné, mais j'avais pas de pari sur ce combat-là d'une façon ou d'une autre. Je vérifie si j'en ai oublié, mais à date, non. À date, tout est bien mentionné. Ivan Erslan contre Tokos, on l'a dit, Erslan c'était le pick, un combattant plus dangereux, je pense, debout. Meilleur boxe, puis un bon wrestling défensif contre un Tokos qui rely un peu plus sur son grappling. Puis je l'ai réécouté tantôt, puis ça n'a pas été comme j'aurais cru. Le début de combat, oui, Erslan qui pince Tokos à plusieurs reprises, qui a l'air wobbly, qui est sonné là, au premier round. Tokos qui a changé de look d'ailleurs, là, je ne l'ai même pas reconnu quand je l'ai vu avec ses cheveux longs et sa barbe. C'est quelque chose qui m'a gossé, je pense qu'il s'est recoiffé plus souvent dans ce combat-là qu'il a lancé de coups. Fait que ça en dit long. Erslan qui le sonne, qui le rock, qui le met dans toutes sortes de positions fâcheuses. Puis Tokos à la fin qui a une espèce de shift de momentum qui pince Erslan, qui le blesse. Fait que très bon finish pour le round de Tokos. Puis même si on regarde les coups significatifs, je suis curieux. Je pense que le premier round, Erslan, il a peut-être même outstrike. Round 1, vous voyez, là, 40-25, c'était Erslan qui dominait toute la première partie de ce round-là. Puis à la fin, Tokos qui a eu vraiment un bon shift de momentum. Puis au deuxième, Tokos il avait l'air fatigué, moins de output. Erslan qui se ramasse en position dominante. Vous voyez, 3 minutes 25 de control time. Tokos qui n'a rien à offrir de son dos. Puis le dernier round, c'est la même chose. Même que s'il y avait eu un petit peu plus de temps à ce combat-là, Erslan aurait probablement pu trouver le finish. Fait que, bref, pas d'action d'une façon ou d'une autre, mais le pick était bon. Déroulement du combat un peu spécial, pas ça à quoi je m'attendais nécessairement. Par contre, next, Chaos William contre Veretnikov. J'ai failli parier Veretnikov, c'était mon pick, mais finalement j'ai changé d'idée. Je voulais pas backer là, Nikolai sur ce spot avec mon argent du moins. Puis c'était tout de même compétitif là, comme premier round, je veux dire, au départ, avant que ça se termine, évidemment.
Les deux avaient des bons moments. Veretikov qui a touché avec des bons coups, là, autant des leg kicks que des. Je pense que c'est une grosse droite qui connecte quand même solidement. Mais Chaos Williams qui réussit à toucher là, et ébranler Nicolas Veretikov assez brutalement, on va dire. On voit Veretikov qui a de la misère à se tenir debout, les jambes, il lâche. Williams qui lâche pas sa proie, qui continue de le piece up. Puis l'arbitre en a vu assez rapidement. Le Veretikov qui se défendait plus du tout là, correctement. Il se tenait plus debout. Ses jambes étaient en spaghetti. Fait que, bref, très beau finish de Williams qui m'a surpris. Hier, il a trouvé le coup d'assommoir. C'était pas mal sa condition de victoire la plus fréquente ici. Fait que le pic n'était pas bon, mais on n'avait pas d'action d'une façon ou d'une autre sur ce combat-ci. Next, Kwamba Soppage. Quel finish là, de Soppage là, au deuxième round. Le premier qui est tout de même serré, mais je pense que Soppage qui a edgé à la fin du combat. Kwamba qui a un striking extrêmement rapide. Ses mains, ses combos, c'est de toute beauté là, du côté de Kwamba. Soppage aussi est très bon debout. Là. Mais tu vois la vitesse là, de Kwamba qui donnait un petit peu de fil à retordre par moment de Soppage. Mais là aussi ses qualités, là, belle pression, ses shifts de stance. De gauche à droite, il tourne gaucher, droitier de façon tellement smooth. C'était de toute beauté comme combat, à mon avis, niveau technique. Puis deuxième round arrive, même à la fin du premier round, le Soppage qui a failli choker le combat. Puis dans quelques instants de plus, et c'était probablement terminé. Puis deuxième round, part Soppage qui drop combat assez rapidement. Puis le finishing instinct de Bernardo, j'ai adoré ça. Il n'a pas laissé Kwamba off the hook. Le gros ground and pound, il le martèle. Puis Kwamba qui finit par donner là, son dos et Soppage qui saute sur l'opportunité pour le terminer. Une tape assez rapide. Le Kwamba était terminé. Je pense que non seulement il était super ébranlé, mais il n'avait plus les capacités pour sortir du choke. Fait que Soppage à 25 ans, super impressionnant. Kwamba est doué aussi, mais il y a un petit step back. Encore jeune également, on va le revoir. Je pense qu'il va bounce back là, seulement à 27 ans. Combat super intéressant. Tout de même content par contre parce qu'au début, j'ai vraiment envisagé parier le over 1.5 round. En parlay piece et même fight go to decision en straight bet. Finalement, je me suis abstenu puis je suis bien content là, parce que vous voyez, à 2 minutes 25 là, du deuxième round, j'aurais été vraiment déçu d'avoir parié un over 1.5 round. Fait que, bref, le pick n'était pas accurate, on n'avait pas d'action là-dessus. Cool fight pour de vrai. Le prochain, je ne vous mentirai pas, c'est le seul combat de toute la carte que je n'ai pas écouté. Je regarde un peu là, je regarde un petit peu les stats, les commentaires sur X/Twitter, puis j'avais pas envie de réécouter ça. Combat de 15 minutes, 36 coups significatifs des deux côtés sur 80 tentés, je veux dire. C'est tellement low volume. Des échanges de grappling, mais pas de takedown, du control time. Split decision, Chalky pour Bukauskas qui rush contre Christian Edwards qui arrive de la scène régionale, short notice, je veux dire. J'ai rien à dire là-dessus. Je pense que c'était un fight très très décevant, puis j'ai même pas eu envie de le réécouter. Ça en dit long. Next, Wellmaker Diaz. On était quasiment déjà dans le profit là, rendu à ce point-ci. J'avais des actions sur les 3 derniers fights. Wellmaker, son moneyline était en parlay avec Nicole Cagliari, moneyline. Ça a été quand même un bon play. J'avais quand même une bonne confiance en Malcolm cette semaine. Je sais que quand je poste mes pics sur Instagram, dans le Patreon, je ne mets plus le code de couleur. Mais Malcolm Wellmaker, il aurait été en jaune, voire en vert. C'était un combattant lequel j'étais assez confiant cette semaine. Puis je pensais vraiment que Juan Diaz, c'était un bon match-up pour lui. Mais Malcolm Wellmaker, qui a comme jamais réussi à appuyer sa pédale, donc très peu de output au premier round. Beaucoup de switch stance, peu de box, envoie des kicks à distance, on dirait qu'il était hésitant. Il n'osait pas trop envoyer de grosses offensives. Puis props à Diaz, d'habitude il est un peu plus reckless, il travaille plus en combo, beaucoup plus d'offensives, mais il devait justement être au courant que les contre-attaques de Wellmaker étaient très dangereuses. Fait il a été très posé au premier round. Puis finalement décide de jouer beaucoup avec le grappling. Puis Malcolm s'est fait exposer là, au niveau du sol. Honnêtement, ça fait dur. Je ne m'attendais pas à ce que Juan Diaz ait autant de succès avec ses amenés au sol, son control time. Et encore moins qu'il trouve une soumission là, de la sorte aussi facilement. Fait que d'un côté, je pense que Wellmaker a vraiment sous-performé. Je pense que j'ai overrated ses skills définitivement ici aussi. Puis Juan Diaz qui a performé au-dessus de mes attentes là, clairement. Fait que bref, ça a chalké notre two-leg parlay.
Puis dans le Fantasy tier, Underdog Fantasy, on avait un two-leg parlay en Nicole Cagliari, Fantasy Score et celui de Malcolm. Fait que c'est ça qui a choqué. Ça a été un retour de 3,5 unités de plus sinon. Mais on l'a manqué. Fait que Diaz pour le upset et qui a eu d'ailleurs un bonus de performance. Est-ce que c'est à lui que je l'aurais donné? Honnêtement, je ne suis pas certain. C'est sûr que c'était un gros underdog, tout un finish de la sorte. C'était bien fait. Mais j'aurais peut-être été plus du côté de Sopage ou même Chaos Williams. C'était un très beau finish. Ou Gann qui a une flawless performance. Voire Cody Brundage. Je pense qu'il y a un argument pour tous ces combattants-là qu'il aurait peut-être mérité là, tout de même un peu plus. Du moins, c'est mon humble avis. Puis next, on passe à la demi-finale. Il restait 2 bêtes rendus là. Un sur la demi, un sur la finale. C'était des paris assez simples. En des money line play, Doo Choi à plus 150 à Dog Money. J'avais dit que ça allait être le plus gros test de Daniel Santos en carrière. Même s'il a battu 2 Coréens précédemment, il était rendu au final boss là, de la Corée. Doo Choi, son inactivité, c'est ce qui m'inquiétait. Mais en termes de skills, je pense que son striking est supérieur à Daniel Santos. Puis on l'a vu justement hier, on a eu un bel aperçu. Son anti-grappling qui est excellent, bonne physicalité. Honnêtement, il a super bien performé. Il s'est fait brasser au premier round, mais le chin, il a hold up, il a encaissé les gros shots de Santos, qui a fini par fatiguer. Puis à Weir, le dégât aussi, le Doo Choi, qui, oui, se faisait toucher beaucoup au premier round, mais il plaçait des gros power shots également. Puis deuxième round, là, le jab, il s'est mis à rentrer à souhait. Daniel Santos, un peu moins explosif, un peu moins rapide. Choi qui fait ses reads, sort bien de la distance, esquive, bloque bien, contre-attaque, place des gros coups percutants. Puis la séquence de finish avec le left hook au corps de toute beauté. Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère vraiment d'aller réécouter là. Non seulement le finish, mais le combat au complet qui a eu les honneurs de Fight of the Night. Sans équivoque, c'est le meilleur combat de la carrière. Gros combat, grosse performance de Doo Choi qui revenait tout de même dans les offs là, de quoi 15-16 mois. Fait que très content, à plus 150, une belle value. À mon avis, c'est un combat qui était 50-50 sur papier, donc le gros dog money sur Doo Choi, j'avais pas le choix de cliquer et ça a porté fruit. Et pour terminer, la finale, Arnold Allen contre Melquizael Costa. Pour les Patreons, vous savez mon avis là-dessus. J'ai parié Arnold Allen au début de la semaine à moins 161, si je ne me trompe pas. Puis je trouvais à ce moment-là que j'avais une belle value sur Arnold Allen. Puis l'argent toute la semaine qui est rentré sur Melquizael Costa, Arnold Allen, à la fin, qui est terminé à moins 120, moins 115, pour vrai, j'en revenais pas, je ne comprenais pas le line movement. Puis j'ai pas eu le choix de renchérir. J'ai reparié sur Arnold Allen à moins 120 le jour du combat. Je trouvais que les odds faisaient encore moins de sens. Arnold Allen qui a été super sous-estimé sur ce spot-là. Puis Melquizael Costa qui était sur une bonne séquence. Oui, de 6 wins, mais qui n'avait jamais affronté un combattant de la trempe de Arnold Allen, encore moins sur un 5 rounds au UFC level. Et on l'a vu, là, Arnold Allen qui a remporté les 5 rounds sur la carte de 2 juges et qu'il y a un juge qui a donné un round à Costa, probablement le deuxième. En le voyant live, c'est le round que j'ai trouvé le plus serré. Sinon, Arnold Allen qui a dominé là, le combat d'un bout à l'autre. J'avais des petits pokes, Arnold Allen, finish round 4 et 5. Pas des mauvais bêtes, là, c'était vraiment des petits pokes à des odds de plus 3000, plus 2200. Donc ça l'aurait pu. Le Costa, il faut lui donner par contre très durable. Il a encaissé des patates de Allen tout au long du combat. S'est fait sonner, s'est fait dropper. Il a eu beaucoup de succès avec les low kicks, mais ça n'en aurait pris plus que ça là, pour neutraliser Allen, qui a aussi mixé le wrestling vraiment pour une de ses premières performances au UFC où il y a un heavy wrestling game plan, on va dire 7 takedowns sur 7 attempts. On a aussi vu les limitations de Costa au niveau du takedown defense, qui n'a peut-être pas la physicalité puis la technique pour stuff les takedowns de Allen. Le cardio, l'énergie également. Fait que vraiment, il s'est fait expose au sol là, par Arnold Allen sur ce spot-là. Match-up gaucher-gaucher, Allen qui avait beaucoup de succès avec le jab, mais aussi la grosse gauche, là, Costa qui avait de la misère à la voir venir. Il s'est fait sonner souvent par cette arme-là. Puis il faut lui donner par contre à Costa. Après le troisième round, là, je pensais que 4 et 5 allait vraiment fade plus que ça. Puis au cinquième, actually, c'est lui qui plaçait les meilleurs shots en début de round. Il s'est mis à mettre beaucoup de pression. Il touchait Allen avec des bons coups au dernier round. Puis il y en a eu assez Arnold. Il l'a juste takedown puis il l'a contrôlé jusqu'à la fin du combat. Fait que j'étais bien content. Gros play de notre part qu'on a sniffé. Allen qui était vraiment underestimé sur ce spot. Puis il a montré à Melquizael Costa que c'est pas si facile que ça là,
de rentrer dans le top 10 là, de la division. Fait que grosse finale, bon read, très content de la soirée overall. Puis si on regarde un petit peu la UFC schedule, nous autres, on n'a pas de carte la semaine prochaine. Fait qu'une week off, je vais commencer à prendre l'avance, c'est sûr, mais ça va aller pas ce samedi. Le prochain, là, pour la prochaine carte, on a Song Yadong versus Davison Figueiredo. Puis c'est une carte en Chine, fait que probablement des heures un petit peu plus weird. Oh, j'avais pas. Pavlovich contre Teixeira. Aïe, 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 aïe. Il envoie Teixeira dans la fosse au lion. My God. Ok, j'avais pas vu ça. Mais une couple de cool fights pour de vrai. Je vais commencer mes recherches là, déjà cette semaine, prendre de l'avance. Puis on garde cette streak-là, ce momentum-là sur les 8 derniers events. On en a 7 dans le positif. Grosse victoire hier, 7.3 units. Fait que let's go, on garde ça comme ça. Là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fête des Patriotes demain, bonne journée fériée, profitez-en, passez du bon temps. Et là-dessus, je vous laisse. Peace out.